Le sujet de ce soir va nous ramener dans une ville dont on avait déjà parlé, dont fatalement on va continuer à parler ce soir, mais c'est à la fois la même ville et pas la même ville, bien sûr, c'est Venise, puisque nous allons voir qu'aujourd'hui, Venise est la célébration du pouvoir. En fait, j'ai pris Venise comme un exemple des cités d'Italie, parce que Venise est certainement le meilleur cas, disons le plus facile à approcher, mais je l'ai pris comme un exemple de ces cités, et par là même de ces princes, qui ont profité de la Renaissance pour asseoir à jamais leur grandeur en faisant créer des chefs-d'œuvre immortels, c'est-à-dire en utilisant l'art pour exorciser la marche du temps et pour exorciser surtout la mémoire du temps et la mémoire des hommes. Nous allons voir comment Venise, qui a été et qui est encore et qui sera longtemps une ville ruinée, n'en est pas moins pour la planète entière l'emblème de la splendeur et de la prospérité, cela grâce aux sérieux investissements des patriciens vénitiens à un moment où par chance il y avait des vrais artistes pour servir leur cause. C'est une histoire de fric. Alors nous assiérons cette histoire de fric ensemble. C'est un aspect qu'il faut quand même voir, n'est-ce pas? J'aime beaucoup voir l'histoire de l'art comme une grande cause qui plane au-dessus des contingences, seulement malheureusement cette vision-là est fausse. L'histoire de l'art s'inscrit dans le monde tel que nous le vivons, qui est un monde d'affaires et qui était déjà un monde d'affaires à l'époque. S'il y a de l'argent, il y a des chefs-d'œuvre, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de chefs-d'œuvre. Voilà. Alors, Venise au XVIe siècle, il y avait encore de l'argent et par chance, il y a eu des chefs-d'œuvre. C'est ce processus que nous aborderons ce soir. Et si vous êtes d'accord, le tableau du jour, il a été peint par Véronèse, et ce tableau représente Vénus et Mars enchaînés par l'amour. Le tableau aujourd'hui se trouve à New York, vous voyez, il a changé de banque, si l'on peut dire, au Metropolitan Museum of Art. C'est une grande huile sur toile de 2,6 mètres sur 1,61 mètre. Il occupe et éclate sur toute une paroi, d'autant que, depuis sa récente restauration, il a perdu ses légendaires ors vénitiens qui, comme chacun sait, n'étaient que la nicotine et du pipi de mouche. L'or vénitien a fondu depuis une quinzaine d'années. Ça a été le grand scandale de l'histoire de l'art et surtout des nostalgiques de l'histoire de l'art, mais on découvre une peinture vénitienne du coup infiniment plus osée, infiniment plus hardie, infiniment plus tempétueuse qu'on ne le croyait au début de notre siècle où on aimait cette douceur un peu sulfureuse. Voilà, rendu donc à tout l'éclat de ces blancs, de ces bleus, de ces gris et surtout de ce rose. Alors là que la diapositive trahit, c'est beaucoup plus violent. Voilà donc dans tout l'éclatement de ces couleurs, cette très belle composition dont bien sûr nous aurons à reparler, mais dans un moment. Nous allons assister aujourd'hui avec cette fabuleuse génération des Titiens, Tintoret et Véronèse à la lente dégringolade de Venise. Puis je vous la promets depuis si longtemps, cette dégringolade qui fallait bien qu'elle arrive un jour, et bien ce jour est venu. Auparavant, il faut faire un petit rappel, je pense, de ce qu'était Venise pour voir ce que devient Venise ce soir. C'est-à-dire que vous rendez bien compte de la période charnière qu'a marqué pour Venise la période de la Renaissance italienne. Nous avions donc abordé Venise pour la première fois à propos de Bellini, Carpaccio, Crivelli, donc au XVe siècle, et j'avais brossé un petit portrait de la ville dont je vous rappelle très brièvement les têtes de chapitre. J'avais commencé en vous disant que Venise était puissante, riche, respectée et surtout prête à tout pour être puissante, riche et respectée. Je vous rappelle que la puissance, la troisième fois en une phrase, je sais, mais c'est voulu, la puissance de Venise était alors une puissance effective. La richesse de Venise, fondée sur le commerce et la banque, la richesse de Venise était inégalée, non seulement dans le reste de l'Italie, mais on peut le dire à l'époque, dans le reste de l'Europe. Commerce et banque, car en effet, Venise doit tout, non pas à ses fortunes privées, c'est secondaire, non pas à son extension territoriale, de loin pas, mais à cette nouvelle forme de puissance qui est la puissance de l'argent. Je vous rappelle, c'est la première fois peut-être dans l'histoire qu'une ville ose afficher sa richesse basée sur le commerce. Jusqu'alors, et pendant tout le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge et même les prémices de la Renaissance, le commerce était chose inavouable. Les Médicis, à la même époque et à Florence, faisaient scandale en rappelant qu'ils devaient leur dorure, en fait, au tant pour cent sur les intérêts composés de ce qu'ils prêtaient au monde entier. Bien, Venise le fait dans leur encore plus grande échelle. Le commerce et la banque, avoués et même proclamés, font de Venise
à cette époque-là, véritablement le phare de l'Occident. Venise commerce avec le monde entier, Venise a des comptoirs commerciaux dans le monde entier, Venise est établie comme une sorte de gigantesque pieuvre dans le monde entier. J'avais fait un très bref tableau de ses possessions, si vous vous souvenez, c'était assez extraordinaire, puisque Venise possédait les îles Ioniennes, l'Eubée, la Crète, vous voyez le beau chemin vers la Méditerranée du Sud que ça vous trace, donc îles Ioniennes, Eubée, Crète, Corfou, au cas où ça tourne mal, ça fait une petite île de repli et comment sérieuse, la Cilicie, c'est-à-dire la Turquie en fait d'Asie, les premiers comptoirs de Turquie d'Asie, et même le fameux port de Tana sur la mer d'Azov. Autrement dit, Venise possède absolument tout l'Orient de la Méditerranée, avec d'admirables positions stratégiques que sont Corfou et la Crète, entre autres, qui lui permettent de couvrir ses postes d'Asie orientale, c'est-à-dire de l'actuelle Turquie, si vous le voulez, et par là même la prolongation de sa route jusque sur la mer d'Azov, c'est-à-dire jusqu'au point d'arrivée des grandes caravanes de l'Orient et de la lointaine Chine. Venise a admirablement établi un réseau sublime, alors véritablement sublime d'intelligence quant à l'occupation même et la protection même de ses voies commerciales. Je vous rappelle que ça lui avait coûté très cher, ça lui avait coûté surtout la honte et le discrédit jetés par l'Occident, jaloux, il faut bien le dire, mais enfin bon, jetés par l'Occident, car pour garder ses possessions qui étaient essentiellement des possessions en terre turques et donc musulmanes, Venise avait bien dû pactiser avec ceux qu'on appelait les infidèles. Et Venise avait et fréquemment renouvelé des contrats d'alliance, des contrats de protection, des contrats commerciaux même, avec la sublime Porte. Ils étaient les seuls, ces damnés vénitiens, à pactiser avec une cause qui faisait souffrir, disons-le bien, tout le reste de l'Europe. Donc pacte avec l'infidèle, ça c'est pour vous montrer l'absence totale de scrupules des Vénitiens. Troisièmement, je vous avais dit que Venise avait réussi, par sa richesse, par sa puissance et par ses alliances politiques même inavouables, à évincer toutes ses rivales potentielles. Et nous avions vu qu'au XVe siècle, elle avait réussi à éliminer la dernière cité rivale, la plus dangereuse, la plus âpre, la plus crocheuse, c'était Gênes. Et on ne parle plus de Gênes dès l'instant où Venise en a triomphé. Quatrième point, enfin, Venise riche, puissante et sans rival, comme nous venons de le dire, Venise est menacée, elle le sait très bien. Venise, après tout, c'est une lagune, on pourrait presque dire, en exagérant un peu, Venise c'est une île. Imaginez, et les Vénitiens ont imaginé qu'une puissance étrangère possédant une flotte importante, et Dieu sait s'il y en a, vienne mettre le blocus devant Venise. Venise est perdue. Venise, bloquée, c'est la famine et la reddition à temps bref. Donc Venise, reconnaissant sa faillibilité, a eu l'intelligence de se composer, on pourrait presque dire de se concocter, un petit empire sur la terre ferme, juste l'arrière-plan de la composition. C'est-à-dire qu'en fait, la Vénétie, telle que vous la connaissez, naît à l'époque où nous étions, c'est-à-dire fin du XVe siècle. En effet, à force de petites guerres, mais aussi surtout de petits traités sous la table, pas toujours très avouables, Venise finit par posséder la marche de Trévise au complet, le Padouan au complet, la ville de Brescia, la ville de Bergame, la ville de Crema et la ville de Crémone, c'est-à-dire 5 des cités importantes qui lui sont satellites. Alors à quoi est-ce que ça sert? Ça sert à faire tampon en cas d'une incursion par voie de terre, évidemment, mais ça sert aussi et surtout de dégagement en cas de blocus maritime. On peut évacuer, point 1, mais surtout on peut ravitailler, point 2, par cet arrière-pays. Autrement dit, tout cela mis en place à l'époque de Bellini, Carpaccio et Crivelli fait de Venise la ville la plus puissante de notre Occident. Mais je vous l'avais dit, souvenez-vous, elle est puissante et détestée. Je crois qu'il n'y a pas au monde de ville et du coup de puissance aussi honnie, stigmatisée et flétrie que Venise. Il n'y a pas de souverain, entre guillemets, plus flétri que le doge, quel que soit le doge. Car encore une fois,
la jalousie aidant, une certaine arrogance vénitienne aidant, mais surtout cette détermination des Vénitiens aidant, Venise est mal vue de l'Occident entier. Et en fait, on est en train, vous allez voir qui, on est en train de préparer sa perte. Néanmoins, dans les murs de Venise, on a l'impression de vivre dans la Sérénissime. Vous savez que c'est l'épithète que Venise a choisie. C'est un des épithètes les plus invraisemblables qui soit, car on n'a jamais vu un Vénitien serein, surtout pas à cette époque. Néanmoins, la Sérénissime vit dans la grandeur et dans la gloire. Or, juste à l'époque qui nous intéresse ce soir, à l'époque non plus des Bellini, Carpaccio et Crivelli, mais celle de Titien, Tintoret et Véronèse, tout va craquer. Tout ce qui se faisait attendre depuis un siècle ou à peu de choses près va craquer et de façon définitive. Là aussi, il y a un certain nombre de raisons, ces raisons sont au nombre de 3, et je pense très important de les développer rapidement, que vous ne croyez pas, comme presque tout le monde croit, qu'alors qu'on commandait à Titien ses grandes compositions, à Tintoret la décoration de ses grandes scrolles ou que sais-je encore, tout allait pour le mieux dans la meilleure des Venises possibles, tout allait au contraire très mal. Alors c'est cet arrière-plan-là, dont là sera une façon de conjuration, ou même si vous le voulez, de compensation, c'est cet arrière-plan-là que je voudrais rapidement évoquer. Tout va mal donc pour 3 raisons fondamentales. Première raison, les alliés les plus dangereux de Venise, ce sont les Turcs, évidemment. La puissance ottomane, évidemment. L'islam, donc. Pendant presque un siècle, tout est allé pour le mieux entre ces 2 grandes puissances qu'étaient Venise et Constantinople, surtout la Constantinople devenue turque. Puis tout d'un coup, rien ne va plus. Rien ne va plus, pourquoi? Parce que tout d'un coup, la sublime porte déclare la guerre à Venise. Et ce sera la fameuse guerre de 1478 à 1482 qui sera pour Venise catastrophique. Parce qu'en fait, de guerre, comprenez, c'est de la mascarade. Les Turcs ont une armée, des canons, des boulets, tout ce qu'on veut. Puis les Vénitiens n'ont rien, parce qu'ils n'ont, comment dire ça, que des marchands à mettre face aux Turcs. Les Turcs, ils ne vont pas venir attaquer Venise même, ils attaquent les comptoirs, et les comptoirs sont épouvantablement mal défendus. Donc, dans cette longue guerre, qui est une guerre d'usure, Venise perdra jour après jour de son prestige. Elle perdra aussi de ses possessions, puisqu'elle perdra d'abord Levée, et ensuite tous ces beaux comptoirs du Péloponnèse. Dès lors, c'est fini, me direz-vous? Non, parce que les Vénitiens ont encore juste assez d'arrière pour conjurer la catastrophe. Puisque les armes n'ont pas marché, les diplomates se mettent en route. Et avec la sublime porte commencent 2 ans de tractations à la fin desquelles Venise retrouvera son libre droit de commerce. Donc c'est pas mal, tout est sauvé. Oui, mais contre le paiement d'un tribut écrasant à la sublime porte. Autrement dit, le début de cette fuite fabuleuse de capitaux qui va marquer la faillite de Venise un siècle plus tard, parce qu'il y a de l'argent pour un siècle, mais enfin, cette fabuleuse fuite de capitaux commence à partir des années 1480. Donc ce sont les propres alliés de Venise qui finissent par la rançonner, et même mieux, par la saigner. Ça, c'est la première raison, on pourrait l'appeler la raison strictement économique. Il y a une deuxième raison, beaucoup plus grave, et que j'avais très brillamment évoquée la dernière fois, je la reprends un tout petit peu cette fois-ci si vous êtes d'accord, c'est une raison, appelons-la géographique si vous le voulez, j'aimerais même dire cosmogonique si vous préférez. En effet, la fin du XVe siècle et surtout le début du XVIe siècle marque un certain nombre de découvertes importantes. Voilà, non seulement les découvertes que la Terre est ronde, mais, c'en est le corollaire, la découverte qu'il y a les Amériques et qu'il y a les Indes orientales. Or, la double découverte de l'Amérique d'un côté et des Indes orientales de l'autre va amener le détour complet du grand commerce international. Jusqu'alors, et depuis les pharaons d'Égypte, j'irais même jusqu'à dire depuis les Phéniciens, jusqu'alors le centre des routes commerciales c'était la Méditerranée. Dès l'instant où Christophe Colomb a eu la mauvaise idée d'aller mettre le pied là-bas, la Méditerranée devient complètement caduque. Les nouvelles voies commerciales vont emprunter en fait d'autres itinéraires et la Méditerranée va très rapidement se vider.
Ce sera bien sûr, et vous le savez, la puissance de grands empires comme l'Espagne et le Portugal, ce sera aussi et surtout la puissance un peu plus tard des ligues hanséatiques et notamment de la Hollande. Ça nous vaudra donc un peu plus tard, et ça sera pour le semestre prochain, Velázquez, Rembrandt et Vermeer, qui prendront naturellement la relève des Vénitiens qui n'ont plus de peintres parce qu'ils n'ont plus de peintres, tout simplement. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes simplement à ceci, que la Méditerranée se vide, tout simplement. Et donc, que ce magnifique empire, ces magnifiques tracés de route, patiemment et péniblement ourdis depuis des siècles par les Vénitiens, deviennent d'un jour à l'autre, ou presque, caduques. Venise ne peut plus faire que du cabotage, du transportage, mais le grand commerce, le beau commerce juteux, c'est fini. Venise doit bien s'y habituer. Et là aussi, il faudra un siècle pour vider les caisses des commerçants vénitiens. Deuxième raison, donc, je l'ai appelée cosmogonie, puisqu'elle tenait surtout à cette découverte des limites, et surtout des limites repoussées de notre monde. La troisième raison, et la dernière, c'est une raison purement politique, bien entendu. C'est-à-dire que, depuis l'an 1000 ou à peu près, l'Occident grince des dents dès qu'on prononce le nom de Venise. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de ville plus bonnie que Venise tout à l'heure. Or, vous savez très bien que quand une grosse bête commence à manifester un peu de sa faiblesse, les petites bêtes lui sautent dessus. Donc, dès que Venise commence à marquer cet affaiblissement, à la fois de son prestige, mais aussi surtout de ses finances, alors tout d'un coup, l'Occident se réveille, des ligues se forment contre Venise, et ces ligues vont, après l'économie et après, disons, le grand commerce, avoir raison de la superbe vénitienne. Alors, quelles sont ces ligues? Ou plutôt, quelle est cette ligue? Mais cette ligue fameuse, c'est la ligue de Cambrai. Vous savez peut-être, en effet, qu'à Cambrai, le 10 décembre 1508, pour être tout à fait exact, autour d'une table ronde, l'Occident entier s'est trouvé réuni. Il y avait là, en effet, les représentants des plus grands monarques. Et comme ce sont en plus les plus grands monarques de notre histoire, ça devait être une rencontre gratinée. Il y avait Maximilien Ier, l'empereur Maximilien. Il y avait le roi de France, Louis XII. Il y avait le roi d'Aragon, Ferdinand le catholique. Et à côté de Maximilien, Louis XII et Ferdinand, il y en avait des kyrielles d'autres, mais si petits que je ne les évoque même pas. Mais il y avait aussi, et c'est peut-être le plus grave, à la dernière place, un personnage tout en noir, dont d'ailleurs Titien fera le portrait, qui n'était rien d'autre que l'observateur du pape. Car le pape était de la Ligue de Cambrai, il l'a co-signé. Donc, avec une belle détermination, il a co-signé la ruine d'une des cités qui jusqu'alors était appelée fille aînée de l'Église. Ce pape, ça ne vous étonnera peut-être pas d'apprendre que c'était le plus politique de tous les papes, c'était Jules II. Or, la Ligue de Cambrai de 1508, l'alliance de cette triple puissance impériale et deux fois royale va avoir raison de Venise. C'est-à-dire que tout le monde va se détourner de Venise. Ce n'est pas tellement les opérations militaires qui seront importantes, il y aura des petites guerres, il y aura des petites batailles, oui, mais assez négligeables. Venise n'aime pas se battre d'ailleurs, donc les Vénitiens ne sont pas là, ils luttent autrement. C'est le discrédit surtout, c'est-à-dire voir la cause anti-vénitienne gonflée de façon tellement phénoménale, va à jamais discréditer Venise, qui va se trouver toute seule et toute isolée. Un bon point quand même pour le pape Jules II, quand ça a commencé à vraiment très mal tourner pour Venise, il a lui aussi tourné, si je puis dire, il a tourné sa tiare et il a donné en 1510 à Venise une absolution plénière, espérant par là même rallier aux côtés de Venise les autres cités italiennes, mais c'était trop tard, c'était peut-être voulu d'ailleurs, toujours est-il que Venise est seule. Venise est seule, appauvrie et exsangue. Venise n'a donc plus qu'à mourir. Mais comme vous savez, elle mettra encore 2 siècles à vraiment mourir. Un siècle pour se ruiner et un siècle pour disparaître. Au pire des pires, Venise meurt, mais meurt avec grandeur et éclat. Ça, c'est très très important. Ça va vous expliquer pourquoi on a doré autant de palais à cette époque-là, pourquoi on a multiplié tant de mètres carrés de peinture à cette époque-là. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Ça vous explique aussi pourquoi Venise ne renoncera jamais à ces coups d'éclat, même politiques et militaires, qui
font croire, ou essayent de faire croire, ou prétendent faire croire que Venise est toujours vivante. Vous avez ainsi une bataille qui va faire l'objet de poèmes avec accompagnement de musique et de symphonies, ce sont parmi les premières symphonies existantes, fin du XVIe siècle, je vous le rappelle, de peintures dont on fera des copies qu'on enverra dans le monde entier. Une bataille, en effet, va faire la gloire de Venise. Cette bataille, c'est la fameuse bataille de Lépante, le 7 octobre 1571. Je me disais en effet que vous deviez être nombreux à vous dire que j'avais beau jeu de dire que Venise est morte en 1508, quand on apprend qu'elle a définitivement éclaté les Turcs en 1571, elle n'est pas si morte que ça. Eh bien si, mesdames et messieurs, elle est morte depuis longtemps. Simplement, la bataille de Lépante est une coalition des dernières forces vives de Venise pour quelque chose qui ne sert à rien, et les Vénitiens le savent très bien. C'est une sorte de happening politico-esthétique, la bataille de Lépante, mais c'est en aucun cas une grande victoire maritime ou même militaire. Il est vrai que la flotte de Ali Pacha, la flotte turque, sera écrasée. Il est vrai que c'est la première fois que les Occidentaux réussissent à défaire une flotte ottomane. Tout cela, c'est vrai, mais ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'à peine le dernier vaisseau turc coulé, les Vénitiens n'ont plus de souffle que pour rentrer chez eux. 2 ans après, la Turquie a une flotte neuve. Venise, elle, ne pourra jamais remplacer un aviron de ses galères. Donc, Lépante, c'est un coup dans l'eau, mais typiquement vénitien. Hein? C'est la gloire, la grandeur marquée dans un dernier spectacle. Et Lépante a été un spectacle. Preuve en est, je vous le rappelle, qu'on a fait des tas de tableaux, de fresques et de grandes tartines pour montrer au monde entier le plus beau des spectacles de bataille depuis Actium, Cléopâtre, si vous vous souvenez bien, Actium, c'est la bataille de Lépante du 7 octobre 1571. Voilà. On en a fini avec l'histoire, si l'on peut dire, on va se bref sur l'historique, et nous arrivons maintenant à l'art, c'est-à-dire nous rentrons de Lépante dans les murs de Venise pour voir ce qui se passe effectivement. Mais ce qui se passe effectivement, c'est que Venise fête. Et ça aussi, qu'est-ce qu'il y en aura des semestres où je vais continuer à vous dire que Venise fête, car Venise fêtera jusqu'au début du 19e siècle. Elle fête sa mort. C'est toujours un exemple de cette superbe Vénitienne. Mais au XVIe siècle, elle fête avec une grandeur extraordinaire. Et on va d'abord fixer le cadre de cette fête. On reprend la gondole, évidemment, pour se repromener un petit peu dans Venise. N'ayez crainte, vous ne verrez pas les mêmes palais. Les palais que vous avez déjà vus, ils commencent déjà à moisir à l'époque où nous sommes. C'est des beaux palais flambant neufs, c'est les palais du XVIe que vous allez voir. On reprend les palais, et voilà, on débouche de petits canaux en grands canaux, de grands canaux en petits canaux, bien sûr, devant des palais, mais ces palais sont d'un genre nouveau, d'une architecture nouvelle. Vous avez devant vous les palais de la Renaissance et même du grand maniérisme vénitien, c'est-à-dire non plus ces austères mais splendides maisons byzantino-gothiques que nous avions vues, mais maintenant témoin d'une architecture, si j'ose dire, à la mode. C'est la grande architecture telle qu'elle s'est développée depuis Alberti à travers toute l'Italie et à travers le monde entier. Voilà donc qu'apparaissent ces splendides portiques en marbre blanc, ces nobles ordonnances de colonnes et de voûtes, et ces décors superbes de balcons et de balustres. Voilà l'exemple type de l'un de ces balcons d'honneur tels que Venise en a développé à travers tout son XVIe siècle. Balcons que l'on pavoisait dans une rivalité de richesse et de splendeur indicible au moment de ces grandes fêtes dont nous parlerons dans un instant. Luxe suprême des luxes suprêmes, la découverte des beautés de la nature et cette sensibilisation de l'homme renaissant à la nature fait qu'à Venise, les plus riches vont jusqu'à s'offrir un jardin. Et un jardin de 10 mètres sur 10 à Venise, c'est un luxe princier. Vous avez donc devant vous l'un des plus grands jardins qui soit, le fameux jardin Gradenigo, qui a été tracé en 1511 par l'une des familles patriciennes les plus importantes de la ville. L'épicentre de la puissance vénitienne, c'est bien sûr à cette époque-là, non plus les églises de la période précédente, mais le pouvoir temporel, le centre du pouvoir temporel, le palais des Doges.
Le palais des Doges est une vieille bâtisse, si j'ose dire. C'est une bâtisse byzantino-gothique, donc appartenant à la période précédente, mais néanmoins, la splendeur de son architecture, la noblesse des rythmes de ses façades, les emblèmes qui se trouvent en médaillons de loin en loin, qui représentent les grandes vertus politiques et donc commerciales, sont encore assez dignes pour que les Vénitiens du XVIe se sentent à l'aise dans une bâtisse dont je répète qu'ils l'estiment pourtant caduque. Même le péché originel que vous avez sous les yeux ne lui fait pas scier. Néanmoins, comme cette bâtisse est décidément trop vieillie et surtout trop petite, on la réaménage et on construit dans l'enceinte du Palais des Doges d'admirables cours, d'admirables façades, d'admirables escaliers d'honneur qui témoignent en fait de la mode et surtout de l'évolution du cours nouveau. Vous avez là devant vous une façade de palais dont, bon, je sais bien que vous l'auriez tous reconnue parce que vous la connaissez par cœur, mais enfin j'aurais pu dire que c'est à Rome, je doute beaucoup que ça vous ait choqué. Tant il est vrai que l'art le plus moderne a droit de citer à Venise. Donc, au fond, il y a une sorte de tentative, disons, d'aérer les vieilles structures médiévales de Venise pour créer une Venise nouvelle, noble et naturellement sérénissime. Partout, voilà, se succèdent des fenêtres à frontons appuyés sur des colonnes. Partout se développent des motifs de grotesques tels que Raphaël a su les introduire depuis quelques années dans toute l'Italie. Partout ce sont des emblèmes d'Atlante, des buxins, des boucliers, des casques, des armures, des glaives, des balances, tout de même, ce qui peut être la balance de la justice, mais aussi celle du changeur, je vous le rappelle. Autrement dit, vraiment partout règne l'emblématique symboliste dont la Renaissance était si friande. Le Palais des Doges a fait peau neuve, car le Palais des Doges doit en fait témoigner et refléter de la grandeur de la ville. L'intérieur même atteint au délire de l'ornement, les plafonds, si chers aux Vénitiens et même si chers aux peintres de Venise, sont ornés de gigantesques allégories, dont celle-ci, nous aurons à en reparler, l'une des dernières en date qui ne fasse pas rire, en tout cas les ambassadeurs étrangers, c'est la gloire de Venise. Donc la gloire de Venise se célèbre sur des plafonds de dizaines de mètres carrés, de centaines de mètres carrés, même parfois, avec donc cette profusion du décor et de toute l'allégorie symboliste que vous connaissez à l'Italie, mais en fait que vous connaîtrez surtout à Venise lorsque nous pénétrerons dans d'autres lieux tout à l'heure. L'épicentre de la puissance, c'était le Palais des Doges. Nous le quittons maintenant pour voir l'épicentre du pouvoir. L'épicentre du pouvoir, c'est bel et bien entendu, l'épicentre du commerce, c'est donc la douane. Voilà pourquoi je voulais vous montrer la Dogana di Mar, la douane de mer, qui était l'octroi par lequel pénétraient en Venise tous les trains marchands. Nous sommes juste derrière la Salute, si vous reconnaissez un tout petit peu, à cette pointe de mer occupée par le beau bâtiment de la douane avec sa girouette en bronze au sommet. Et c'est sur ce quai-là que débarquait encore et que débarqueront encore pour quelques années ce que le monde entier peut amener de plus précieux à la célébration de Venise. Alors, la Venise que vous venez de voir, c'est bien sûr une Venise de bâtiment du XVIe siècle, mais dans la vétusté de notre XXe, hélas. Alors, comme je voulais quand même que vous ayez une petite impression de ce que c'était au XVIe, j'ai amené quelques documents de fêtes vénitiennes. En effet, je crois qu'aujourd'hui déjà, lorsque nous voyons ces façades des grands canaux de Venise, ou même lorsque nous pénétrons dans des lieux comme le Palais des Doges, nous sommes pris, comme étaient les ambassadeurs à l'époque, par la splendeur, oui. Mais ce que nous voyons n'est que le pâle reflet de ce que cela a été. Le Vénitien a un sens de la mise en scène phénoménale. Je suis sûr que l'amiral qui a commandé à l'épante a dû mettre ses vaisseaux dans un ordre plus esthétique que stratégique. En tout cas, je suis sûr qu'il en aurait été capable. À Venise, donc, on fêtait avec splendeur, notamment les fêtes d'État. Ce que vous venez d'entreapercevoir il y a un instant, mais ce que vous allez revoir, parce que je vous le montrerai, c'est les épousailles de Venise et de la mer. Alors, je voulais juste vous rappeler ce que c'est. Tout le monde en a entendu parler, mais bon. Vous savez qu'en effet, chaque année que Dieu a fait depuis l'an 1007 et jusqu'à
jusqu'en 1819. Chaque année, Venise s'offre son mariage avec la mer. Le jour de l'Ascension, sur un vaisseau phénoménal, qui est devenu avec le temps une galère phénoménale et qui porte le nom de Bucentaure, comme vous le savez sans doute. Le doge, derrière lui les familles patriciennes, derrière elles les représentants des conseils, derrière eux les représentations du clergé, derrière eux les ambassadeurs italiens puis étrangers, c'est-à-dire un train assez phénoménal. Bref, le doge et sa suite montaient sur le Bucentaure, parcouraient un périple obligé qui n'a jamais changé de 1017 à 1819 autour de la Piazzetta pour à la fin jeter, c'était le rôle du doge, un anneau d'or à la mer en signe d'alliance. Alors, cette cérémonie scellait le destin, en fait, commun de Venise et de la mer. Je vous ai trouvé la phrase rituelle prononcée de 1017 à 1819. C'est bien entendu du latin, mais c'est assez extraordinaire. Desponsamus te mare, l'insignum veri perpetuique domini. Donc, nous t'épousons ô mère en signe de véritable et éternelle domination. Autrement dit, l'élément mâle, c'est le doge, évidemment, domination. L'élément femelle qui reçoit, c'est la mère. Alors avouez que comme affirmation de grandeur et comme affirmation politique de grandeur, parce que tous les collèges des ambassadeurs et donc du monde, c'était pas mal. Alors voilà, on reprend maintenant sous vos yeux les épousailles du jour de l'Ascension de l'an de grâce 1563. C'est un tableau anonyme, c'est un tableau aimablement médiocre, mais c'est un tableau qui a au moins cette vertu de vous montrer les événements tels qu'ils avaient lieu. Voilà le Bucentaure, qui n'est même plus un bateau, c'est une espèce d'allégorie flottante en bois doré. Voilà derrière, regardez ça, c'est significatif, une autre barcasse, elle, assez grande, alors vraiment nettement moins dorée et plus basse, c'est celle du patriarche de Venise, parce qu'il faut bien l'église, mais pas trop. Alors vous voyez, on a d'or un poil, mais on a quand même mis le patriarche ici avec le grand crucifix de Saint-Marc. Et à la proue, vous reconnaissez là-bas le doge. Et tout Venise, famille patricienne, et même le petit peuple, les représentations des corporations, les orchestres ambulants sont autour pour célébrer dans des salves de pétards et de canons ce fameux Dispensamus te, nous t'épousons, ô mère. On va voir quelques détails de cette merveille. Voilà le Bucentaure. Au XVIe siècle, on n'en était pas encore à l'époque où les rameurs faisaient partie des familles nobles et où on se battait pour avoir sa rame. C'était encore à l'époque des rameurs professionnels. Mais alors regardez et goûtez au passage le décor allégorique invraisemblable de cariatide, d'Atlante, de justice et de vertu théologale répandue autour même de l'équipage. Et voilà, à l'autre bout du tableau, le pauvre patriarche, il y a quand même quelqu'un pour lui tenir son livre, mais à peine, n'est-ce pas? Voilà. La figuration de l'Église avec les armes pontificales, vous le remarquerez peut-être, sur le toit, sous forme d'un caparaçon, mais même le pouvoir de l'Église a l'air de se faire gronder contre par le lion du doge que vous avez là. Alors ça, c'est une première des grandes fêtes vénitiennes que je voulais prendre comme témoin, si vous le voulez, de ce vertige des fêtes qui s'emparent de Venise au XVIe. Un deuxième, le prétexte en est pris par une deuxième composition, si vous voulez, une deuxième peinture du même doucettement médiocre peintre, mais ce nonobstant scrupuleux observateur, c'est la remise du bâton de commandature à l'amiral de mer par le doge. Quand un amiral changeait, celui qu'on appelle à Venise le général de mer, lorsqu'un amiral donc changeait, il y avait grand service solennel à Saint-Marc, et à la sortie du service, le doge remettait au général de mer, avec le concours des ambassadeurs étrangers, des familles patriciennes, des conseils, des pétards, des canons, de la foule et des bateleurs, on remettait donc le bâton de commandement au nouvel amiral. Voilà la sortie de Saint-Marc avec la représentation des membres du Grand Conseil. Et voilà, au beau centre,
le doge remettant le fameux bâton à l'amiral. Je pense que d'ici, vous pouvez goûter l'absence totale de génie de notre peintre, pour faire assister presque à une représentation de poupée sicilien, mais enfin, c'est au moins juste, même le nombre de figurants du Grand Conseil a été scrupuleusement observé, ce qui a certainement la vertu picturale la plus essentielle, comme chacun sait. Voilà donc simplement pour, disons, emblématiser pour vous cette splendeur vénitienne. Alors pour que Venise tienne un grand pareil, il faut naturellement une aristocratie riche, évidemment. Ça coûte très cher de participer aux fêtes vénitiennes. Donc, les familles vaniciennes dépensent sans compter, car le sens du patriotisme vénitien est de consacrer ce qu'il reste de sa fortune à contribuer à éblouir le monde. Autrement dit, il n'est pas une famille qui, au XVIe, au XVIIe et surtout au XVIIIe, ne se soit ruinée en inutile mais splendide représentation. Voilà pourquoi, après vous avoir montré les fêtes, il faut que je vous montre maintenant ceux qui les peignent, c'est-à-dire les patriciens. J'ai amené un tout petit groupe comme ça de 3 messieurs et de 3 dames qui ne sont pas des grands chefs-d'œuvre de la peinture, ce sont des œuvres honnêtes, mais vous montrant au moins des Vénitiens honnêtes. Alors vous pourrez voir un petit peu dans quel milieu se recrutaient les figurants de ces fêtes considérables. Je dois vous dire que ces tableaux, que vous allez voir, les 6, appartiennent tous à des collections particulières suisses. En effet, j'avais pris ces documents-là dans une exposition merveilleuse à mon sens, mais qui n'a pas fait beaucoup de bruit, hélas, qui était la peinture vénitienne dans les collections suisses, présentée au musée de Genève il y a de cela quelques années. Alors bon, vous voyez là des œuvres qui ne sont certainement pas les Titiens, des Tintoret et des Véronèse, mais au moins ce sont des œuvres représentatives, si vous le voulez, d'un juste milieu du temps. Voilà, sous le pinceau d'un dénommé von Kalkar, un peintre nordique mais devenu vénitien par adoption, la représentation d'un premier patricien. En noir, allure sévère, mais néanmoins superbe. Je veux dire par là la posture, si vous le préférez, la gesture est superbe. Et remarquez bien ceci, comme il est vénitien, on le met dans une loggia qui ouvre sur l'infini de la mer. Même inconsciemment, l'idée de cette domination sur la mer doit être marquée dans un portrait. Voilà un deuxième portrait, noir toujours, c'est la couleur du temps, et puis tout autour, donc, le très beau rendu de la fourrure. Que personne n'ait d'assez bons yeux pour lire l'étiquette, elle est fichtrement controversée. Pour ceux qui n'ont pas de bons yeux, c'est écrit Titien, mais je vous assure que tout le monde a de sérieux doutes. Troisième, ça je trouve admirable d'ailleurs, c'est von Kalkar de nouveau, mais une œuvre de maturité, de nouveau un patricien vénitien, donc de nouveau cette sorte d'orgueilleuse austérité, tellement typique de la représentation des hommes à cette époque-là. L'homme, en effet, se marque par cette sorte de sérieux monolithique, mais dans lequel doit transparaître le luxe d'une fourrure, par exemple, mais toujours en affichant cette forme de hiératisme qui est tellement propre au portrait masculin de cette époque. C'est peut-être pour mieux faire valoir alors, et c'est pour ça que je les ai amenés, les dames. Et voilà maintenant 3 vénitiennes, pour que vous vous rendiez compte en fait qu'au cours du XVIe siècle, tout le luxe que s'interdisaient les hommes, en une époque où pourtant les hommes en Italie ne se privaient pas de splendeur, tout le luxe dont on se privait les hommes par souci de sérieux, ils le reportaient sur les dames. Et vous allez voir que le costume prend une forme de grandeur et de splendeur incroyable. Au début, bon, c'est encore relativement discret. Disons surtout, c'est surtout mal porté. Mais ça, c'est une autre histoire. Passons donc peut-être à quelque chose d'un peu, voilà. De la grande époque, ça c'est à peu près contemporain de nos Titiens, Tintoret, Véronèse, à peu près, mais c'est juste moins bien pour que l'artiste ait dû observer bien la robe, donc par là même c'est peut-être plus intéressant. Voilà donc une noble vénitienne avec ses 2 manteaux de corsage en velours frappé à 2 tons, c'est le velours vénitien, le velours de Gênes est frappé à un seul ton, Venise en était assez fière de sa découverte, et surtout ces manches gigantesques qui transforment en fait les femmes en des sortes d'insectes, de paradis, paradant à travers la ville sur des patins qui souvent, vous le savez, pouvaient mesurer jusqu'à 60, voire même 65 cm de hauteur.
Je vous rappelle qu'à partir de 65 cm, vous étiez une courtisane. Jusqu'à 65, vous pouviez être encore une femme honnête. Troisième portrait. Le portrait est dû à un élève de Tintoret qui s'appelle Montemezzano, et c'est une dame patricienne, anonyme ce tableau, et tout de même a été jugé d'assez bonne qualité pour faire partie des collections du Metropolitan Museum de New York. Et c'est vrai que c'est une œuvre assez remarquable. Alors là, disons, c'est justement toute cette morgue du luxe vénitien dans sa splendeur. Je vous signale juste au passage le figurant du tableau, c'est-à-dire le bichon. Il est maltais et par là même presque vénitien, n'est-ce pas? C'est aussi une façon d'afficher son patriotisme que de posséder à l'époque un bichon maltais. Voilà donc, disons, 3 hommes et 3 dames de la Venise du temps pour que vous vous rendiez compte un peu de la société. Alors, une société comme celle-là, une société qui dépense comme celle-là pour le paraître, a besoin d'artistes qui lui permettent d'asseoir cette dépense. Donc, Venise, au XVIe siècle, a besoin de peintres de génie, mais surtout pas des peintres trop confidentiels. Essayez d'imaginer, c'est une absurdité, mais essayez d'imaginer Fra Angelico à l'époque et à Venise, ça aurait été plutôt catastrophique. La chance a voulu que 3 peintres se prêtent à ce sens célébratif avec un génie sans pareil. Ces 3 peintres, c'est ceux que nous abordons maintenant, Titien, Tintoret et Véronèse, que nous allons voir l'un après l'autre. Je vous rappelle qu'ils ne se sont, pour ainsi dire, aucun appelé ni Titien, ni Tintoret, ni Véronèse, puisque, comme c'est écrit là-bas, Titien cache en fait son vrai nom, Tiziano Vecellio. Quant à Tintoret, c'est encore plus anagrammatique, puisqu'il s'appelait Jacopo Robusti, on l'a appelé Il Tintoretto, pour une raison première, on l'a cru tout au moins, c'est qu'il était fils de teinturier, c'est pas vrai, il était fils de sculpteur, c'est simplement parce qu'il faisait des pourpres plus beaux que tous les autres. Donc on l'avait appelé le teinturier, celui qui réussissait les pourpres, les couleurs pourpres les plus belles. Le dernier s'appelle Paolo Cagliari, c'est donc Véronèse. Alors nous allons voir maintenant Titien, Tintoret et Véronèse. Et comme d'habitude, si vous voulez bien, juste 2-3 mots, une petite fiche sur chacun d'eux. Nous commençons par Titien. Titien raccorde exactement le passé et le présent, c'est-à-dire le dernier cours sur Venise et celui de ce soir, en ce sens qu'il était élève d'abord de Gentile puis de Giovanni Bellini. Donc il a commencé ses études de peinture dans l'esthétique de ce que nous avions vu à l'époque des Bellini, Carpaccio, Crivelli, tenez, justement. Puis ensuite il était élève, mais au passage, d'un peintre beaucoup plus extraordinaire, c'est Giorgione, dont je vous parlerai si vous n'avez ni train ni bus en fin de leçon tout à l'heure. En 1516, très jeune encore, donc, pas tellement vrai, si quand même, très jeune encore, il a reçu de Venise le titre de peintre officiel de la Sérénissime, une forme de reconnaissance bien vénitienne, vous voyez. On ne demande pas à un artiste d'être célèbre par des on-dit ou par la rumeur publique, il faut lui donner un titre. Et on essaye, c'était une bonne guerre à l'époque, souvenez-vous, j'en ai parlé, de le kidnapper. C'est ainsi qu'il sera kidnappé d'abord par le duc Alphonse d'Este, ça le fera partir pour Ferrare, puis par le marquis Federico Gonzague, ça le fera partir pour Mantoue, puis par le duc Francesco Maria Ier della Rovere, ce qui le fera partir pour Urbain. Autrement dit, si je rappelle ces épisodes-là, c'est simplement parce qu'on a beaucoup parlé et de Ferrare et de Mantoue et d'Urbain dans le cours précédent. Titien fréquentera les 3 plus grands foyers de l'humanisme renaissant auprès des ducs de Ferrare, marquis d'Urbain et marquis de Mantoue et duc d'Urbain. Il fréquentera donc la plus haute aristocratie du savoir qui soit. Et puisque ces gens-là, aussi bien à Mantoue, à Ferrare qu'à Urbain, ont partout des antennes sur le monde, la carrière de Titien s'en trouvera exaltée. Il sera en effet connu d'un Charles Quint, connu d'un François Ier de France, connu du pape Paul III. Donc c'est un homme qui sera reconnu par le monde entier. Vous voyez, il part de Venise, puis il y a ce premier essaimage dans les cours satellites de l'Italie,
Et de là vient une sorte de fabuleuse gloire mondiale pour l'époque, au niveau d'un Charles Quint, d'un François Ier, ou même d'un pape Paul III. Donc ce sera un peintre littéralement couvert d'honneur, mais couvert, qui aura en plus la chance de mourir très vieux et très heureux, mais un peu mal puisqu'il est mort lors de la peste de 1576. Mal, bon, c'était le moment, il était presque centenaire quand même, mais mal pourquoi? Parce qu'une heure après sa mort, sa maison sera pillée et brûlée. Donc tout l'atelier de Titien, les œuvres qui étaient sur le chevalet, car il peignait encore, seront bêtement, c'est le cas de dire, saccagés et perdus. Alors, dans la production nombreuse quand même du maître, nous allons voir maintenant quelques œuvres de ce premier auteur de la grandeur immortelle de Venise. La mode de la Renaissance, la mode du maniérisme naissant est à la mythologie. Venise se met à la mythologie. Titien se met à la mythologie. Dans son catalogue, en effet, toute une série d'œuvres, les œuvres de commande, sont des sujets tels que toute l'Italie les traitait depuis l'époque d'un Botticelli, en gros, jusqu'à l'époque des suiveurs des Michel-Ange, Raphaël et Vinci que nous étudierons un peu plus tard. Voilà donc le Titien sacrifiant au mode du temps une Danaé et la pluie d'or. C'est donc les amours de Danaé et de Zeus déguisés, si j'ose dire, en pluie d'or. Alors je vous fais remarquer que le sujet est au fond filtrement vénitien, mais c'était peut-être pas voulu, n'est-ce pas? Cette façon de faire tomber l'or sur la nonchalance d'une dame qui a l'air de n'attendre que cela, mais en fait de mériter que cela, c'est très allégorique, si j'ose dire, du destin de Venise. Je vous fais admirer surtout ce qui est très net dans cette œuvre-là, c'est la liberté de ces drapés qui sont si largement peints qu'ils en paraissent presque vivants encore. Il y a chez Titien une sorte de vie au second degré, de l'étoffe qui est absolument extraordinaire. Ce genre de célébration mythologique, le voilà encore exalté dans un deuxième tableau, ici, c'est Vénus et Adonis, avec une admirable torsion d'ailleurs dans le dos même de cette Vénus. Un tableau qui, en côté de ça, est peut-être un peu un tableau de circonstance. Preuve en est d'ailleurs que Titien s'en verra commander 6 exemplaires autographes qui sont aujourd'hui répartis dans les différents musées du monde. Beaucoup plus intéressant alors, mais dans l'ordre mythologique encore, sont les dernières de ces Vénus. Ces dernières Vénus sont assez curieuses en ceci qu'elles comportent des hardiesses qui n'ont strictement pas choqué l'homme du XVIe siècle, alors que les mêmes hardiesses ont épouvanté l'homme du XIXe. Je m'explique. Dans la plus belle de toutes les Vénus de Titien, celle que vous avez ici, la fameuse Vénus d'Urbain, nous voyons une femme nue sur un lit, et à l'arrière-plan, il y a des servantes en train de ranger du linge, des servantes en train de vaquer aux occupations quotidiennes. Alors ce qui est étonnant, c'est que Titien, méditant sur les grands sujets mythologiques qu'il avait peints dans sa jeunesse, Danaé, Vénus, Adonis, Diane et Actéon, que sais-je encore, Titien, donc méditant sur la mythologie, a décidé de l'acclimater au cadre contemporain. Et donc Vénus entre dans une maison de Venise au XVIe siècle. C'est ainsi que, un tout petit peu plus tard, voilà, dans Vénus est le joueur de luth du Metropolitan de New York, vous avez une déesse de la mythologie grecque à laquelle joue du luth, l'air un peu baveux, faut dire, un jeune luthiste, un jeune musicien, mais qui est un Vénitien du XVIe. Autrement dit, Titien brise le cadre référentiel d'une mythologie prétexte pour faire entrer cette mythologie dans le contemporain. Personne ne sera choqué de cette audace-là, donc personne n'en parlera. Or, au 19e, un artiste essayera le même truc et se fera taper sur les doigts, même par l'archevêché de Paris. Cet artiste, ce sera Manet, lorsqu'il peindra l'Olympia. L'Olympia de Manet, au fond, n'est qu'une reprise 3 siècles plus tard de ce que sont les grandes Vénus du Titien, mais simplement l'homme moderne a des œillères ô combien plus engoncées que l'homme de la Renaissance. L'homme moderne ne supportera pas à la Renaissance l'homme accepté avec une étonnante facilité. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous montre ces Vénus que, bon, sur le plan social, je voulais aussi vous les montrer bien sûr sur le plan pictural et regarder l'admirable détail du torse de cette grande Vénus au luthiste que vous venez de voir.
avec ses chairs extrêmement généreuses, extrêmement opulentes d'ailleurs, disons-le bien, mais peinte avec une sorte de tendresse dans l'outrance qui est à 100 000 lieues de l'outrance d'un Rubens, par exemple. Chez Titien, tout sait être contenu, tout sait être au fond maintenu dans le cadre d'un rendu plastique d'une beauté et d'une rigueur étourdissante. La première partie, donc, disons, de l'œuvre de Titien tient à ces tableaux, appelons-les convenus, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à une iconographie, donc à une demande de son temps. Deuxième volet que je voulais vous montrer, son activité de portraitiste. Le XVIe siècle, c'est le siècle du portrait, vous le savez bien sûr. Bien, Titien, bien sûr, portraitera. Et les portraits de Titien comptent parmi les plus étourdissants qui soient. Je vous dois tout de suite, permettez-moi une petite parenthèse, cette constatation que vous aurez tous faite. Il y a pour Titien, comme tout à l'heure pour Tintoret et pour Véronèse, un catalogue d'œuvres phénoménal. Vous savez que les trois ont été de très grands producteurs. Il est donc indubitable que j'ai dû choisir. Votre choix n'aurait peut-être pas été le même que le mien, je ne sais pas. J'ai essayé de choisir des tableaux qui illustraient ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire surtout cette adoption de la Renaissance par Venise, primat donné au tableau mythologique, cette adoption par Venise des lois du paraître, le portrait que nous voyons maintenant, et dans un dernier temps, nous verrons quelques chefs-d'œuvre. Enfin, portrait. Voilà un des portraits, à mon avis, et à l'avis de beaucoup d'autres, les plus accomplis de Titien. C'est un portrait d'une très vieille dame. Eh oui, la dame qui a commandé ça était chassieuse, dit-on. Elle avait une conjonctivite chronique. Elle pesait 120 kilos. Elle ne vivait plus que dans la nuit noire. Cette femme, c'était Isabelle d'Este. Titien l'a connue vieillie, et vous savez qu'Isabelle n'avait jamais supporté le vieillissement et les tares du vieillissement. Il l'a donc aperçue comme les privilégiés dans la presque totale obscurité de son studiolo, et c'est du fond de son studiolo qu'Isabelle d'Este a demandé au plus grand peintre de son siècle un portrait d'elle jeune. On lui a donc confié des dessins sur lesquels Titien a fait ce portrait idéal d'Isabelle d'Este. Chose étonnante, 6 mois, presque jour pour jour après avoir reçu ce portrait, Isabelle est morte heureuse. Voilà donc le portrait d'Isabelle d'Este avec un costume qui est complètement anachronique pour l'époque de Titien. C'est un costume début Renaissance, c'est un costume de 40 ans avant. Mais au point de vue peinture, c'est d'une beauté indicible. J'en veux pour preuve la collerette, cette admirable alternance des blancs et des noirs, très rigoureux, et jeter à travers cette collerette l'admirable soufflet, si l'on veut, de cette grande fourrure qui traverse tout le personnage. Une des œuvres, à mon sens, les plus étourdissantes au niveau du portrait de Titien. Je pourrais vous en montrer 100 autres, et j'aimerais bien, mais je ne vous en montre qu'un autre. Le document n'est pas bon, j'en suis désolé, mais au moins, il est important, c'est un autoportrait. Vous savez que Titien était l'un des peintres à s'être le plus, non pas souvent, mais le plus fidèlement autoportraituré. Et je trouve que dans l'ère prophétique de ce portrait-là, il y a comme une préfiguration de la même tentative menée par Rembrandt un siècle plus tard, de façon tout aussi rigoureuse. Voilà un véritable autoportrait de visionnaire de Titien. Après les scènes mythologiques et les portraits, troisième et dernier bref volet pour ce survol du maître, les chefs-d'œuvre. En effet, il me semble qu'au-delà des sujets convenus que sont mythologie et portrait, il y a dans les œuvres, et dans l'immense quantité des œuvres de Titien, quelques chefs-d'œuvre qui se détachent de façon étourdissante. L'une des plus étonnantes, à mon avis, ce clair-obscur extrêmement dramatisé, par cette composition très tourmentée et presque baroque déjà, par ces déséquilibres successifs mais sans cesse au fond repentis, vous avez là vraiment quelque chose qui annonce la grande peinture du XVIIe siècle. Il y a quelque chose entre le clair-obscur de Caravage et la véhémence d'un Rubens déjà, dans une œuvre comme celle-ci. C'est un des Titiens de la fin d'ailleurs, il est conservé aujourd'hui au Prado de Madrid. C'est une œuvre prodigieuse. Puisque ça, c'est une œuvre de la fin et que dans la fin semble s'exalter le grand génie de Titien, je vous ai amené pour compléter une dernière œuvre, et là aussi c'est une œuvre prophétique,
parce qu'elle, on dirait presque un daumier dans l'ordre du pictural. Cette œuvre d'une liberté étourdissante a été faite par un artiste dont certains historiens d'art, notamment du 19e, ont dit qu'il était presque aveugle pour justifier cette liberté technique. Et bien rassurez-vous, Titien, les témoins l'ont dit, a vu clair jusqu'à 100 ans. Autrement dit, cette liberté technique, c'est simplement un aboutissement du faire, une sorte de dépassement de soi-même. Ce tableau en est certainement l'étape ultime, c'est Lucrèce et Tarquin que vous devez une fois aller admirer au Kunsthistorisches Museum de Vienne, parce que c'est certainement une des œuvres les plus à la fois somptueuses et marginales de tous les grands mouvements de la Renaissance italienne et de la Renaissance vénitienne en particulier. Vraiment une œuvre complètement hors du temps, mais que pouvait s'autoriser un artiste qui avait tellement parcouru le siècle qu'il pouvait même s'en détacher pour créer quelque chose d'aussi marginal que ce que vous avez sous les yeux. En tout cas, jamais ni la liberté de pinceau ni la liberté de palette n'a été aussi évidente que dans l'œuvre que vous avez sous les yeux. Avec Titien, donc, le premier de nos trois grands titans de la peinture. Le deuxième, c'est Tintoret. Tintoret, dont je vous rappelle qu'il était élève d'ailleurs de Titien, donc, si vous le voulez, la génération qui suit. Élève de Titien, oui, au tout début de sa vie, mais très rapidement, les deux ayant le pire des caractères qui soit, ils se sont irrémédiablement brouillés. Ils ne se salueront plus jamais, mais ils font toujours partie des mêmes concours de peinture. L'un ou l'autre remportant la victoire, on allait célébrer ça à l'auberge, dit-on, avec plus ou moins de grandeur, mais en tout cas beaucoup de tapage. Tintoret n'est pas un homme qui perdra son temps à aller semer sa gloire dans le monde comme Titien. C'est Tintoret qui l'a dit. Tintoret est vénitien, Tintoret servira Venise. Et en effet, Tintoret servira Venise. C'est lui peut-être qui a reçu le plus grand nombre de commandes officielles de la part des Vénitiens. C'est lui notamment qui sera chargé, quand on refera au Palais des Doges cette sorte de toilette de renaissance que vous avez vu tout à l'heure, c'est lui que l'on chargera de la plupart des grands plafonds. C'est en effet un homme de mise en scène extraordinaire, peut-être plus encore que Titien, même pas peut-être, certainement beaucoup plus que Titien, c'est un scénique, donc il créera au fond des scènes inouïes, vous verrez ça dans un instant, qui au fond marquent la grandeur de Venise. C'est lui notamment qui, pour ce même Palais des Doges et pour la salle du Grand Conseil, peindra la plus grande toile de l'histoire de la peinture. Il n'en était pas peu fier, et les gardiens et guides d'aujourd'hui n'en sont toujours pas peu fiers d'ailleurs. C'est le fameux Paradis de 22 mètres 42 de longueur sur 13 mètres 78 de largeur. La plus grande toile jamais peinte de mémoire de peintre. Et, au terme d'une carrière, elle aussi chargée d'honneur et bien rétribuée comme Titien, il s'éteindra dans la paix du Seigneur en ayant le sentiment d'avoir fait quelque chose de sa vie, ce qui est toujours roboratif dans ces moments-là. Alors nous allons voir de lui aussi un certain nombre d'œuvres. Encore une fois, je ne prétends pas épuiser ces trois titans que sont Titien, Tintoret et Véronèse par les quelques diapos que je vous montre, mais j'essaie au moins de caractériser avec vous leur génie. Alors, on sent chez Tintoret nettement l'héritage de Titien. Il y a dans l'opposition des couleurs, il y a dans ce goût de placer couleurs chaudes et couleurs froides quasiment en jointoiement. Il y a dans la technique aussi, dans ce fameux sfumato, cette façon, si vous voulez, d'éclipser la ligne de contour au profit d'une sorte de passage aisé d'une couleur à l'autre. Il y a donc beaucoup de Titien chez Tintoret. Mais Tintoret est un homme de la ligne, sans doute aucun. Il a en tête un sens de la composition de véritable metteur en scène. Il a surtout un sens de la modulation de cette ligne qui est absolument étonnant. C'est le cas, vous le voyez bien dans un de ses premiers chefs-d'œuvre, Suzanne et les vieillards du musée de Vienne. Il y a là une composition à la fois de rigueur et d'une liberté étonnante. Car si vous y regardez bien, tout est axé sur deux grandes verticales, cette sorte de haie paravent qui divise la scène en deux, et deux grandes horizontales qui sont la banquette de Suzanne, puis un peu plus loin ici, les grandes lignes du paysage. Donc vraiment un décor, on pourrait le dire, quadrillé selon de rigoureuses horizontales et verticales. Et là-dedans, une gigantesque diagonale, d'autant plus gigantesque qu'elle n'existe pas. Elle est suscitée, elle n'est pas montrée. C'est celle qui va de l'œil du vieillard, à travers le miroir, jusqu'à Suzanne.
Et vous remarquerez qu'on sent, aussitôt qu'on a pris conscience, cette diagonale. Et chose extrêmement intéressante, le vieillard donne l'impression de voir à travers le miroir Suzanne, cependant que Suzanne devrait, semble-t-il, rencontrer son œil, mais elle, s'arrêtant à la propre vanité de son propre reflet, ne va pas plus loin que le miroir. Donc il y a un jeu extrêmement théâtral, si vous le voulez, de l'intention des regards qui est marqué ici. Le tout servi par une technique de maître. Voilà un premier chef-d'œuvre de Tintoret, c'est l'homme du dynamisme, Tintoret, c'est l'homme du mouvement. Ce scénisme fondamental qui est le sien lui permet des compositions extrêmement tourmentées. Et là, vous en avez, à mon sens, un admirable exemple avec Joseph et la femme de Putiphar du Prato, où regardez, toute la torsion du désir de la femme de Putiphar est exaltée par la torsion des draperies qui se trouvent derrière. Alors vraiment, vous avez comme une sorte de double déferlement sur ce pauvre Joseph qui s'enfuit en diagonale dans le coin à droite, là-bas. Une sorte de double mouvement presque irrésistible qui est absolument étonnant. Puis voilà maintenant, pour approcher d'un peu plus près encore cet admirable scénisme de Tintoret, un petit tableau, cette fois-ci, c'est Moïse sauvé des eaux du Metropolitan de New York, où les deux images, et de la fille de Pharaon à gauche et de la nourrice à droite, créent là aussi comme deux grandes ondes, comme un rideau de scène, entourant la petite figure de Moïse et de son berceau au centre de la composition. Alors je profite là de vous montrer la qualité de peintre, la qualité même de la peinture, et aussi de cette liberté de peinture héritée de Titien, de l'exemple de Titien, notamment dans ses transparences opaques des linges de l'enfant. C'est vrai, c'est à la fois opaque et transparent dans ses blancs et ses gris, mais aussi et surtout la somptuosité d'une robe comme celle-là, qui pourtant n'est traitée qu'en modulation d'un seul et même jaune, mais tellement richement dans la pâte qu'on a l'impression de voir se développer le plus riche de tous les velours. Et puis surtout, je voulais vous montrer sur la gauche, tout en petit ici, cet admirable paysage de villa vénitienne, avec au premier plan ici, cet équipage de la fille de Pharaon, lui aussi traité avec une vraiment très belle liberté de pinceau. Chez Tintoret, comme chez Titien tout à l'heure, il y a des chefs-d'œuvre au-delà même de ce qui a été dit. Parmi ces plus grands chefs-d'œuvre figurent les 3 épisodes de la vie de Saint Marc. Et je voulais vous montrer celui qui, personnellement, m'a toujours le plus frappé, c'est l'identification du corps de Saint Marc. La scène est représentée donc dans une église, qui est une église d'Alexandrie, bien sûr, où le corps de Saint Marc vient d'être retrouvé, étendu parmi d'autres dépouilles, comme vous pouvez le voir, sur le sol même de l'église, et la vertu de ce corps miraculeux calme immédiatement un possédé du démon que vous avez ici à droite. Or, la composition est un sujet laborieux, disons bien, l'anecdote est un peu travaillée, disons bien aussi, mais alors, le génie de la mise en page est absolument étonnant, avec surtout cette grande traversée de tout l'espace ici occupé par la perspective des sépulcres qui marquent l'intérieur de l'église. Toute cette gigantesque perspective qui a l'air de ne plus finir se termine simplement ici sur ce grand point d'orgue qu'est la main dominatrice du saint figurant à la gauche de la composition. Donc là aussi une composition entre le vide et le plein, d'une liberté, mais surtout d'une efficacité étonnante. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'efficacité des effets de Tintoret. Mais rassurez-vous, nous le retrouverons dans un petit moment, j'en aurai bien d'autres à vous montrer. Pour l'instant, je passe au troisième, c'est-à-dire à Véronèse. Pour vous rappeler que Véronèse n'est pas vénitien, c'est le premier des 3. Il est de Vérone, comme son nom l'indique, c'est pour ça qu'il s'appelle Véronèse d'ailleurs. Il a été d'ailleurs élève d'un peintre de Vérone qui s'appelait Batile, Antonio Batile. Il s'est ensuite installé à Venise à partir, pense-t-on, de 1555, et il était sans cesse l'émule et le rival de Tintoret. Lui aussi était une forme de peintre officiel de la grande vie vénitienne. Alors de Véronèse ici, maintenant, voyons quelques œuvres. D'abord, une œuvre très titianesque. C'est un sujet comme le maniérisme les adorait. C'est une jeune âme hésitant entre le vice et la vertu.
Titien avait fait ça, c'est avec la consacrée, la Monde profane, qui est une toile géniale qui se trouve dans la collection Borghese à Rome. Mais voilà, Véronèse s'y met aussi avec cette composition-là où vous avez une dame à gauche et une dame à droite. Et comme vous pouvez voir, comme lui il hésite, ben la vertu, elle n'hésite pas. Et vous voyez, Vlan, elle le ramasse comme ça, et ainsi, ça fait toujours une âme de sauver. Remarquez là aussi la composition extrêmement rigoureuse, comme le voudrait le Tintoret, dont elle est très démarquée. Tandis que l'œuvre suivante, que vous reconnaissez parce que nous l'avons vue ensemble, c'est la fameuse, le fameux tableau de Vénus et Mars liés par l'amour. Dans ce tableau-là, alors Véronèse a pris sa totale liberté. Par rapport à Tintoret, il est moins architecte que peintre, si vous le voulez. C'est-à-dire que Tintoret me paraît être certainement des trois celui qui a le plus ce sens de l'occupation de l'espace, qui fait de lui plutôt un scénographe et donc un architecte qu'un peintre. Chez Véronèse, le bonheur de la ligne et le bonheur de la couleur, le bonheur de cette sensualité de la ligne et de la couleur en font plus un peintre à proprement parler. Il faut dire que, face à un tableau comme celui-ci, la première constatation, c'est que c'est fabuleusement peint. Et je voulais simplement vous montrer quelques détails, d'ailleurs, du bas du tableau, pour que vous vous rendiez compte, au-delà même de l'anecdote mythologique, très secondaire, et même, disons-le bien, très laborieuse, une fois de plus, que vous voyez, disons, la beauté du rendu pictural. Notamment ici, c'est la jambe de Vénus. Notamment aussi la tête de l'amour. Et un bel exemple d'ailleurs dans son sourire de ce fameux sfumato, si propre à Véronèse et à Tintoret d'ailleurs, dans l'héritage et la foulée de Titien, mais aussi et surtout pour que vous voyez la beauté de l'étoffe, cette fameuse étoffe d'un rose ardent qui se trouve à droite et qui est traitée avec des glaçures comme cassées, qui sont vraiment étourdissantes. Si vous n'en êtes pas convaincu, encore un peu plus près, plus que ça je ne peux pas. Enfin, disons, regardez comment cette somptueuse et opulente développement de plis, c'est pas sûr, cette sorte de satin de l'étoffe. Ça, c'est vraiment le travail d'un peintre, mais amoureux de sa palette à proprement parler. Donc, au fond, nos trois artistes, si vous remarquez, se complètent admirablement avec Titien en tête de fléau, l'architecte qu'est Tintoret, le peintre pur qu'est Véronèse. Ça forme vraiment une sorte de triangle esthétique et presque mystique qui me paraît étonnant d'efficacité. Mais je ne voulais pas quitter Véronèse sans vous rappeler qu'il avait aussi été décorateur. Je vous rappelle que c'est à lui que l'on doit la plus prestigieuse peut-être des villas vénitiennes, c'est la villa Mazère, dont vous avez ici un détail. Alors, nos trois peintres, pour faire une petite somme maintenant, nos trois peintres, à eux trois, Titien comme fléau, Tintoret comme architecte, Véronèse comme peintre, ont créé ce qu'on appelle le vénétianisme en peinture, c'est-à-dire à la fois cette célébration d'un nouveau sens de la ligne, un nouveau sens de l'espace, un nouveau sens de la couleur et de chatoiement de la couleur. Ce vénétianisme fera école, et on peut dire que pendant plus d'un siècle et demi, et moi j'irais jusqu'à vous dire pendant plus de 2 siècles, l'indélébile marque de Titien, Tintoret et Véronèse va traverser toute l'histoire de la peinture, non seulement de l'Italie du Nord, mais d'une bonne partie de l'Occident. Et je voulais au moins vous montrer un exemple de vénétianisme. Il est emprunté à un peintre que je déteste tout particulièrement. Il s'appelait Paris Bordone. Ça s'appelle Femme à sa toilette. Et si vous aimez ça, tant pis pour vous. Mais ça, c'est du vénétianisme à l'état pur, c'est-à-dire opulence, somptuosité, poésie, facilité et vacuité, n'est-ce pas? Mettez le tout dans un shaker et vous obtenez un Paris Bordonnais garanti d'époque. Dans une dernière étape, je voulais maintenant vous proposer une approche complémentaire de nos trois grands. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, ce sont des œuvres de musée, essentiellement empruntées à Vienne, Berlin, Munich, un petit peu comme d'habitude, l'Académie de Venise. Mais au fond, je me rends compte que cette peinture-là a besoin de son cadre de référence propre. Cette peinture-là a besoin d'exister dans le lieu pour lequel elle a été peinte. Voilà pourquoi je voulais vous proposer d'aller maintenant à Venise une fois de plus et à la Scuola di San Rocco, en l'occurrence, pour découvrir un cycle de Tintoret qui rende vraiment justice aux trois peintres à travers Tintoret.
Scuola di San Rocco. Vous savez que c'est la plus riche de toutes les écoles de Venise. Elle a pu se payer dans la période qui va de 1565 à 1581 56 compositions de Tintoret. Le temps me manque, hélas, pour vous répartir ces 56 compositions, mais vous savez sans doute qu'elles occupent 3 lieux de la Scuola, une salle basse, une salle haute et une salle dite de l'auberge. Je pense de toute façon que ce n'est pas ce genre de répartition géographique qui vous est à cœur, les œuvres sont peut-être plus importantes. Alors, si vous êtes d'accord, nous partons tout de suite pour la Scuola di San Rocco. Essayez de voir cet ensemble. Alors voilà ici l'église San Rocco et sur la droite, ce bâtiment relativement austère, mais, oh là là, vénitien de somptuosité, c'est la Scuola. Et voilà la grande salle de la Scuola. Bon, ce que vous avez là, c'est la salle de mer, c'est la salle dite haute qui comporte un grand plafond à caissons. Tous les caissons sont bien entendu de Tintoret et une série de 12 compositions pariétales qui, elles aussi, sont toutes de Tintoret. Je vais vous faire remarquer l'admirable accord entre la chaleur de l'or au plafond et la froideur merveilleuse des marbres du pavement. Vous pouvez admirer aussi la rythmique très horizontale de toutes les baies, de toutes les fenêtres, de toutes les portes également. Je vais vous faire remarquer qu'en montant l'escalier que vous devinez là, vous avez été préparé à l'éclatement de l'or par un décor extrêmement sombre. C'est celui d'une gigantesque peinture, médiocre d'ailleurs, qui représente la peste à Venise. Alors on sort de cette peste pour tomber dans l'or du paradis. Je vous montre donc une fois de plus combien tout cela est scénique. Mais enfin, voyons maintenant les œuvres elles-mêmes. Il est évident, à un premier degré, il est évident qu'il s'agit d'une peinture célébrative et qu'on a demandé à Tintoret d'être efficace. Voilà pourquoi on peut reprocher à certains moments une certaine facilité scénique à ses œuvres. C'est en tout cas le cas, par exemple, de cette grande fragment de soffite montrant la gloire de Saint-Roch. Mais Tintoret, en fait, est tellement inspiré dans ce décor-là que même dans des pièces convenues et mineures comme des éléments de plafond, il réussit à toucher au génie. La gloire de Saint-Roch tout à l'heure, c'était peut-être pas le cas. Par contre, l'invention du péché originel que vous avez ici, ça me paraît être le cas. Ce très beau contrepas est dans l'image d'Adam et dans celle de Ève, me paraît remarquable. Mais bien sûr, c'est moins les plafonds que les compositions pariétales qui me paraissent importantes. Voilà donc ici quelques décors, quelques éléments de la salle basse qui comportent, premièrement salle basse donc, qui comportent surtout des histoires tirées du Nouveau Testament. Alors, il est évident que je ne peux pas gloser chacune d'entre elles, je vous laisse voir et juger, mais j'essaie de vous montrer parfois quelques particularités ou audaces de composition, comme par exemple ici, cette façon de rompre la scène en deux par un grand mur portant, presque en trompe-l'œil, tellement il est scrupuleux au centre, mais grand mur qui paraît comme traversé par la foudre de l'ange qui déferle sur la Vierge que vous avez là. C'est certainement l'une des annonciations les plus véhémentes qu'on ait jamais vues dans l'histoire même de l'iconographie chrétienne. Puis, deuxième scène, la fuite en Égypte. Là aussi, une œuvre absolument merveilleuse, ou un tout petit peu comme le patinir que nous avions vu la semaine passée, Tintoret brosse ici un paysage gigantesque et parfaitement horizontal qui donne une idée de l'étendue même du chemin parcouru par la Vierge et Joseph. Puis il crée comme ce grand écran, d'ailleurs très véhément, de nouveau de buissons ici pour cacher la Vierge et Joseph, qui au premier plan apparaissent enfin dans l'éclat du rouge et du bleu du vêtement même de la Vierge ici. Donc là aussi une composition extrêmement savante et en même temps extrêmement efficace pour marquer le miracle de cette disparition en Égypte. Aussitôt suit le massacre des innocents. Si je vous le montre, c'est surtout pour vous donner un témoignage de la virtuosité de Tintoret à traiter des scènes épiques. J'avoue, si vous permettez, que mon goût personnel ne porte pas tellement à ce Tintoret-là, il y en a d'autres qui me touchent plus, mais disons, enfin, cette véhémence invraisemblable au niveau des formes et de la violence des formes est ici dans les grands moments de la carrière et même du génie de Tintoret.
avec des emprunts très amusants, si vous permettez à l'historien d'art d'en placer un. Tintoret a connu d'autres scènes véhémentes dont il a volé quelques éléments, notamment ici cette femme en train de ramasser son gosse par-dessus un mur, c'est tiré de l'incendie du bourg de Raphaël que Tintoret admirait tout particulièrement. À l'époque, ça s'appelait un emprunt, aujourd'hui ça s'appelle du pillage. Ces grandes scènes tirées du Nouveau Testament sont complétées par deux grands tableaux en hauteur qui, à mon avis, alors là, sont l'apogée, c'est des choses sublimes. Ce sont deux représentations de saintes portant le nom de Marie. Vous avez remarqué que la Vierge Marie occupe l'essentiel des scènes que nous avons vues. Alors, le nom de Marie étant révéré par l'école de Saint-Roch, Marie-Madeleine et Marie l'Égyptienne ont droit chacune à un tableau. Voilà Marie-Madeleine dans un paysage à la Goya, tellement il est dramatisé ici, et lui faisant face, plus beau encore, Marie l'Égyptienne. Vous remarquerez que l'une est solaire et l'autre est lunaire. Ainsi se complète presque cosmogoniquement ce mystère des trois Maries, Marie mère du Christ, Marie-Madeleine, le soleil, Marie l'Égyptienne, la lune. En tout cas, ton chaud dans la composition que nous venons de quitter est donc soleil, ton froid est comme argenté parce que c'est la nuit dans Marie l'Égyptienne que vous avez là, donc élément lunaire. Pour boucler cette salle passe une vaste composition qui représente l'Assomption de la Vierge et qui là aussi, après d'un siècle avant le baroque, est certainement l'une des visions pré-baroques les plus efficaces que l'on puisse imaginer, avec tout cet envol de la Vierge, sortant de son tombeau et semblant entraîner derrière elle tout le vol de Putti que vous avez là. Composition qui, lorsqu'on oublie toutes les nombreuses copies aphatiques qu'on en fera, retrouve une efficacité qui est étonnante. Mais si j'ose dire, vous n'avez rien vu. Attendez de voir la salle suivante. Voilà quelques épisodes également de l'enfance du Christ, quelques épisodes de la vie du Christ emblématisés dans la salle haute. Alors là, Tintoret donne certainement ses œuvres les plus étonnantes. L'adoration des bergers, où pour la première fois dans l'histoire, l'adoration se situe à 2 étages, la Vierge et l'enfant étant comme sur une sorte de clé au premier étage, les bergers étant à l'étage inférieur. Et il y a un raccourci absolument étourdissant d'un étage à l'autre, exalté encore par la fuite perspectivale de ce plafond que vous avez ici. Une composition qui donc est tout en rayons, et les rayons se concentrent sur l'image de la Vierge au centre, seul élément apaisé dans l'immensité déferlante qui est tout autour. Deuxième composition, voilà, le baptême du Christ, où il faut que vous admiriez tout particulièrement la foule amassée ici, car ce sont véritablement des apparitions de ces personnages. Eux aussi, avec une liberté de pinceau étonnante, ils paraissent presque comme des ectoplasmes en flottement, pourrait-on dire. Un aspect parfaitement fantomatique qui annonce aussi l'œuvre d'un Mansou Desiderio par son caractère visionnaire. Je crois que le grand mot commence à être lâché à propos de Tintoret. Ce sens architectural qui est le sien en fait un visionnaire. C'est une sorte d'utopiste de la peinture dont les visions sont de plus en plus pérennées, vous allez voir. Après le baptême du Christ, voilà la piscine probatique ou la guérison du paralytique, où je vous fais remarquer en particulier la très belle image infléchie du Christ qui se trouve ici. Pour cette œuvre-là, d'ailleurs, on parle d'une collaboration, ce qui expliquerait peut-être certaines des faiblesses du milieu de l'œuvre. On parle aussi de restauration, et je pense que c'est la deuxième thèse qui est la plus vraisemblable. L'œuvre a dû être assez radicalement restaurée, ce qui rend un tout petit peu muet et par la même vide l'épicentre de la composition. Par contre, ce qui va suivre, comme ce qui a précédé, nous fait retrouver un Tintoret autographe. Ça, c'est aussi une des visions les plus étonnantes, c'est la tentation du Christ. Le Christ auquel donc Satan offre tous les biens du monde. Je vais vous faire remarquer une chose très nouvelle. Sous le pinceau de Tintoret, c'est l'une des premières fois dans l'histoire de la peinture occidentale que le diable est divinement beau. Et c'est beaucoup plus important que ça n'en a l'air. Tant que le diable a été laid,
le diable était parfaitement condamnable. Dès l'instant où la Renaissance a eu assez le sens du doute pour faire du diable un être beau, le diable devient tentateur. Cette tentation est donc doublement efficace. C'est la beauté du diable contre laquelle doit lutter le Christ. Je vous fais remarquer les deux figures opposées par cette grande souche d'arbre au centre. Ça aussi, c'est une œuvre prophétique. Et enfin, le cycle se résout par deux grandes figures à l'entrée, représentant les deux saints dédicataires de l'ensemble, Saint Roch, que vous avez là, là aussi, donc, étonnante agression, pourrait-on dire, de mouvement, et face à lui, l'un des nus héroïques les plus beaux de la Renaissance, hormis peut-être et encore ceux de Michel-Ange, Saint Sébastien, que vous avez ici. Tout cela, et bien d'autres détails encore, je n'ai pas eu le loisir de vous montrer, forment l'un des ensembles les plus étourdissants de toute l'histoire de la Renaissance. Donc là aussi, un lieu auquel il faut dépêcher de vous rendre. Et maintenant, il est bien entendu que je suis extrêmement ennuyé, dans ce sens que j'allais vous parler encore de Giorgione et de Lotto. Mais c'est vite le cas, donc je n'ai absolument pas le temps. Il y a d'autres courants de peinture à Venise. Ces autres courants de peinture à Venise étaient patronnés par ces deux peintres fantastiques, quant à leur dimension, Giorgione et Lotto. Manque de temps, je vais en parler une prochaine fois, mais je voulais au moins, je tenais au moins à vous montrer, ne serait-ce que pour tempérer toute cette véhémence des Tintoret, Véronèse et même Titien que nous avons vus, je voulais vous montrer au moins un ou deux petits Lotto, comme ça, bien immobiles, bien silencieux, et merveilleux, juste pour vous rendre compte que Venise ne broutait pas toujours au même râtelier. En effet, il est quand même extraordinaire de penser qu'à l'époque même où travaillaient Tintoret et Véronèse, travaillait aussi Lotto, et dans la même ville, et qu'on pouvait apprécier à la fois la véhémence étourdissante des grandes célébrations d'un Tintoret et d'un Véronèse, et ce côté presque à la fois flamand, mais encore plus loin que flamand, presque à la Holbein, si vous le voulez, du génie de Lotto. Alors, pour emblématiser ce génie de Lotto, comme pour emblématiser le génie de Giorgione, j'avais prévu tout un tas de petites choses, mais bon, je tiens à vous montrer au moins 3 portraits de Lotto, qui, parce qu'ils sont à l'opposé de la véhémence à laquelle nous sommes consacrés ce soir, vous montrera la richesse de l'œil vénitien. Ce premier tableau est un tableau étonnant, car dans un camailleux de noir et de blanc, juste à peine refroidi par ce grand vert qui se trouve en fond, on jurerait un Holbein, parce qu'il y a là-dedans une espèce d'ambiguïté du silence qui me paraît absolument extraordinaire. De même, d'ailleurs, cet autre tableau, celui-là au musée de Vienne, le modèle, ce sont donc des portraits, hein. Le modèle est un jeune homme anonyme, on a perdu son nom et tout ce que vous pouvez imaginer. Le physique est ingrat comme pas possible, il ressemble un tout petit peu à Eddie Mitchell qui aurait trop maigri. Malgré tout, regardez que l'œuvre est absolument, non seulement saisissante, mais à proprement parler inoubliable. Le dialogue avec une peinture comme celle-ci est un dialogue que l'on n'oublie jamais. Il y a une résonance dans le regard, il y a une façon d'exalter même le caractère perçant de ce regard par le plan du fond qui ont fait vraiment quelque chose d'étourdissant. Donc là encore, un Lotto d'une portée qui le met au moins à l'égal des 3 titans dont nous avons parlé ce soir. Mais regardez encore le troisième. Ce troisième tableau, c'est le tableau d'un visionnaire de nouveau. Alors moi qui vous disais Tintoret est un visionnaire, je voulais aussi vous dire, Lotto, dans cette économie de moyens, dans cette austérité de moyens qui est son mode d'expression d'élection, arrive à être au moins aussi visionnaire. En ce sens que ce tableau tout noir et pourpre qui se résout à 3 taches, le visage, la main gauche et la main droite, créant cette sorte de grande arabesque, ce tableau-là est un tableau miraculeux, sans mentir, miraculeux. Et alors ma longue et lente montée lyrique devait arriver à un dernier document qui était le tableau du jour. Alors vous l'aurez quand même, on a sauté, mais vous l'aurez quand même. C'est un tableau que vous
devait avoir vu une fois, le voilà, Lorenzo Lotto, Saint-Jérôme, dans le désert, Paris, musée du Louvre. Et si j'avais choisi, et si j'ai continué à choisir de finir ce cours sur la splendeur vénitienne dans le silence de ce tableau-là, c'était justement pour rendre justice, au sens le plus propre du terme, à cet élargissement de l'œil des Vénitiens qui ont su comprendre aussi bien un paradis de 22 mètres dans lequel flottent des milliers d'ectoplasmes individus que ce petit tableau dans lequel la concision des moyens qui approche presque à certains moments la peinture chinoise ou japonaise, et en même temps, si vous voulez, le silence de l'échelle, c'est-à-dire ce gigantesque paysage et ce petit personnage au bas, crée une vision dont la qualité dominante est, je le répète, le silence et la rigueur. Donc je crois, le privilège de Venise, c'est d'avoir su reconnaître à la fois la qualité de l'or, mais en même temps, si vous le voulez, le privilège du silence. Je vous remercie de votre patience.